Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille pour la première fois en 2026 à l'après-course. On revient sur le Grand Prix d'Australie qui a eu lieu à l'Albert Park à Melbourne. Et après un passage à Boucherville, Toronto, Gatineau, puis Rimouski/Sainte-Luce, le Bulletin GP continue sa tournée à Sherbrooke parce que je suis accompagné de deux modérateurs de la monoplace, François Carignan et Carl Sousa Teixeira. Bonjour. Salut Abdou, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Passé une excellente nuit après cette magnifique victoire de pas Lando Norris, malheureusement, mais Lando Norris qui est maintenant loin devant son coéquipier Oscar Piastri. C'est vrai, c'est factuel. Et j'ai Carl Sousa Teixeira. Salut Carl, comment vas-tu? Salut Abdou, ça va très bien toi-même? Ben oui, ça va bien, merci. Écoute, pour la première fois, Carl qui voit mon magnifique setup avec un laptop, un micro, puis ma console de jeu que j'utilise pour prendre des notes. Et d'ailleurs, c'est sur ces notes et l'écran de François qui nous a magnifiquement accueillis à Sherbrooke que je vais vous donner le top 10 de ce Grand Prix avec une victoire de George Russell devant Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris, Max Verstappen, Ollie Behrman, Arvid Lindblad, la seule recrue du plateau, Gabriel Bortoleto et Pierre Gasly. Nous avons perdu Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Isaac Hadjar et on a deux Did Not Start avec Nico Hülkenberg et surtout Oscar Piastri. Et à mentionner que Lance Stroll a franchi la ligne d'arrivée de ce Grand Prix, mais il n'est pas classé parce qu'il est 15 tours de retard. Et si vous voulez être classé, il faut avoir complété 90% de la distance totale du Grand Prix. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec George Russell, le vainqueur de ce Grand Prix. Messieurs, on va commencer avec François. On s'attendait à voir Mercedes devant, mais ce n'était pas une domination comme on pouvait s'attendre, en fait. Non, vraiment pas. Les Ferrari, fidèles à ce qu'ils ont démontré en début de saison, ont eu des départs extraordinaires. J'ai bien aimé ce que Charles Leclerc a démontré. Là, vraiment, tout de suite, est parti de la 4e place à la première place presque instantanément. Lewis Hamilton aussi a eu un très bon départ. S'est retrouvé, à un certain moment, là, se battait pour la victoire avec Russell et Leclerc. Mais bon, je pense que la force des Mercedes a vraiment ressorti. C'est peut-être une voiture qui est plus constante, qui est plus complète. Alors que la Ferrari semble avoir vraiment une capacité d'accélération vraiment fulgurante. Là, on l'a vu tout de suite. Leclerc, même avec un peu de wheel spin au départ, on s'est retrouvé immédiatement devant. Et puis, je pense que, au moins pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait les autres équipes s'ajustent ou encore qu'il y ait possible ajustement des réglementations, parce qu'en ce moment, personne ne semble vraiment heureux de la formule, du moins pour ce qui est des qualifs. Je pense qu'on a deux écuries en avant, puis c'est pas vraiment serré avec le reste. Sauf Max Verstappen, qui encore une fois a été un complètement sauvage, parti 20e, puis semblait passer à travers la grille comme un couteau chaud dans du beurre. Merci beaucoup, François. Carl, toi, comment as-tu vu la performance de Russell, mais aussi de Kimi Antonelli qui a fini deuxième, surtout après un week-end où, surtout en FP3, il a violemment accidenté sa voiture et, a été sauvé par le drapeau rouge de Max Verstappen, causé par Max Verstappen, en fait, pour être en mesure que le Mercedes finisse, en fait, les réparations. Et ça a sauvé sa fin de semaine parce que là, il finit sur le podium alors qu'il aurait pu même partir loin derrière. Oui, Abdou, tu l'as bien dit.
Antonelli, lui qui a une saison 2025 remplie de hauts et de bas, a commencé 2026 avec énormément d'espoir. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point il a été capable de garder cette confiance-là suite à son accident. On l'a vu en 2025. Lorsqu'il commettait des erreurs, c'était très compliqué pour lui de regagner cette confiance-là. Et puis là, on l'a vu, une séquence avec Toto qui le conforte, qui lui dit de garder cette confiance qu'il a parce qu'il fait bien les choses et que des erreurs arrivent. Puis on voit cette version 2.0 d'Antonelli qui m'impressionne énormément. Il a fini 3 secondes derrière George, ce qui est pas banal. Ce qui est pas banal. Je l'applaudis énormément. C'est l'un de ses meilleurs résultats en carrière, je dirais. Tenant compte du fait que il a eu ce crash, il est sorti avec moins d'une dizaine de minutes en Q1, donc énormément de pression. Je suis extrêmement impressionné. Pour ce qui est du reste de la grille, très rapidement, là, ce qu'on a vu hier, puis ce qui est représentatif des nouvelles formules, à chaque fois, on peut penser à 2022, on peut penser à 2014, c'est qu'il y a une F1, il y a une F1.5 et il y a une F1.8. Je vais terminer ce point là-dessus, Abdou, mais somme toute, très impressionné de la performance de George et très hâte de discuter du reste de la grille. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a F1, il y a F1.5, puis il y a Aston Martin. Et Cadillac aussi, mais au moins eux, ils essayent. Pour parler proprement dit de la course, parce qu'on a vu le départ fulgurant des Ferrari. On a vu Charles Leclerc passer de la 4e à la 1e place. Mais il y a eu aussi cet bel échange pendant les 8-10 premiers tours entre Leclerc et Russell pour la victoire. Ça a été vraiment cool. Et ensuite, on a vu Lewis Hamilton et Kimi Antonelli se rapprocher graduellement. Mais ce qui a surtout basculé en quelque sorte, c'est la première voiture de sécurité virtuelle agitée après l'abandon d'Isaac Hadjar sur un problème de moteur. Mercedes s'est arrêté, les deux en même temps, et Ferrari a décidé de rester. Et on a entendu, entre autres, Lewis Hamilton dire, mais pourquoi ça aurait dû être un de nous deux qui aurait dû s'arrêter. Est-ce que c'est ce moment qui a changé le cours du Grand Prix? Oui. Je pense que Ferrari, avec la bonne décision stratégique, aurait pu se démarquer. Je pense que c'était un 2 contre 1 essentiellement à ce moment-là. Antonelli était juste derrière, mais je pense pas qu'il était vraiment une menace directe pour les deux Ferrari. Les deux Ferrari avaient Russell en sandwich. Il fallait juste diversifier la stratégie, puis un des deux aurait probablement pris le dessus. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la passivité de Ferrari dans ce cas-là. On a reconnu un petit peu la crainte de faire quelque chose qui leur a été typique des dernières années. Mais d'un autre côté, Mercedes a très, très bien géré. Je pense que Mercedes a mieux su identifier que ça allait être un one-stop. Pour eux, en tout cas, la meilleure stratégie, la meilleure approche. Se sont arrêtés après 12 tours seulement sur les médiums. Donc, 46 tours sur les hards pour finir. C'est quand même assez audacieux pour une nouvelle sorte de voiture, une nouvelle génération que tu connais pas exactement. Comment est-ce que les pneus vont se comporter? Oui, en même temps, ce sont essentiellement les mêmes pneus que l'an dernier. Mais d'un point de vue aérodynamique, etc., qu'est-ce que ça va avoir comme impact à long terme? C'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de tours en essai libre. Pas en essai libre, excusez-moi, mais en essai pré-saison. Donc, probablement, avait une bonne idée. Mais il n'y a rien de tel qu'une vraie course pour savoir ce genre de comportement-là. Alors, je pense qu'il y avait un certain pari. Bon, ensuite de ça, une deuxième voiture de sécurité sur laquelle Ferrari a peut-être pu capitaliser l'abandon de Bottas, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais la voiture s'est immobilisée directement dans la patch de gazon à côté de l'entrée des pluies. Donc,
il y a seulement eu quelques voitures qui ont pu rentrer au puits avant que la ligne des puits ne soit bloquée par la direction de course. Alors, Ferrari a raté cette opportunité-là. Bon, je pense même pas qu'ils étaient en bonne position sur la piste pour le faire, mais à leur passage d'après, n'ont pas pu en profiter non plus. Donc, alors, ça, c'était un peu raté. Je pense quand même que ce qu'on a vu, c'est que, écoutez, tu as 4 voitures en dedans d'une quinzaine de secondes à la fin. Russell a beaucoup ralenti. Là, je pense qu'il était à 5 secondes d'Antonelli avec 2 tours à faire. Fait que, un petit peu lever le pied si on veut. D'un point de vue, je pense, fiabilité, tout le monde avait un petit peu peur. On a vu quand même beaucoup de voitures avoir des problèmes dans les derniers jours. Alors, je pense que Mercedes a peut-être un petit peu levé le pied, mais tu as 2 écuries en ce moment qui sont loin devant. Là. Je pense que c'est même pas vraiment une question. Là. Merci beaucoup, François. Carl, toi, qu'as-tu pensé? Est-ce que la première voiture de sécurité a été... et la passivité de Ferrari leur a été fatale vers une lutte pour la victoire? Mais au contraire de François, je trouve que Ferrari a fait du mieux qu'il pouvait avec l'information qu'ils avaient. Là, on a vu des conversations radio entre Hamilton qui se plaignaient « Ah, on aurait dû splitter la stratégie, patati patata », mais on a bel et bien vu le pit crew de Ferrari prêt à accueillir Hamilton lors de la VSC. Et puis avec les VSC, l'avantage est tel que tu n'es pas obligé d'y aller dès le premier tour. Il n'y a pas de voiture de sécurité pour ramener tout le monde ensemble. Donc, c'est une décision qui peut se prendre quelques tours plus tard, ou du moins si la VSC continue. Mais je pense que peu importe la décision de Ferrari, on allait avoir ce résultat exact qui est d'un Mercedes première et deuxième place suivi de Ferrari. Mercedes, je crois fort bien qu'ils n'ont pas sorti tous les chevaux de leur poche. Moi, je crois qu'ils masquent énormément de performances afin de ne pas faire sortir des alarmes au sein de la FIA parce que je peux pas... Quand on prend compte des résultats lors des essais de pré-saison, il y avait une telle différence. Et puis, on remarque que c'est beaucoup plus serré lors de cette course-ci. Moi, je pense qu'en Chine, on va voir Mercedes magiquement gagner une demi-seconde et puis la gagner de manière convaincante. À moins que je me trompe royalement, mais moi, j'ai très hâte de voir en Chine afin de voir la réelle performance parce que il n'y avait pas de barème avant. Mercedes ne savait pas quoi débloquer, quoi garder en secret. Et maintenant, ils savent très bien contre qui ils font affaire. Ils font affaire contre Ferrari et Ferrari seulement. Oui, et en plus, d'ailleurs, les 2 pilotes Ferrari ont dit qu'ils n'ont aucun regret quant à la décision de ne pas s'arrêter parce que ultimement ils finissent 3e et 4e. C'est pas et puis honnêtement, c'est pas une mauvaise chose. C'est sûr que avec des si on mettrait pareil en bouteille, mais en même temps, quand on relativise, c'est une bonne chose. Et c'est le premier Grand Prix, donc ils vont pouvoir s'ajuster. Cependant, il ne faut pas que ça revienne en cours de saison parce que sinon, si c'est plus serré qu'on le pense, ben là, tout va se jouer au niveau des stratégies. Puis Mercedes est nail on la majeure partie du temps et on l'a vu au cours des dernières années. Fait que Ferrari va devoir vraiment se montrer plus agressive au niveau des stratégies, ne pas avoir peur de prendre ne pas avoir peur de prendre des risques surtout parce que si c'est comme ça, ben ça va être une longue saison pour eux. Et puis, je ne veux pas reprendre les commentaires de Matthew Kitchuk à l'endroit de Leon Draisaitl, mais je ne pense pas que Ferrari a envie d'être de bridesmaid. Fuck you, Matthew. Anyway. On va passer maintenant à McLaren parce que c'est quand même l'équipe championne en titre. Mais, oh boy!
Avant de commencer par Oscar Piastri, parce que je pense qu'on n'aura pas beaucoup de choses à dire, anyway, on va parler de Lando Norris. Tu sais, quand tu dis avant de commencer, ben c'est ça qui est arrivé à Oscar Piastri avant de commencer. Ne s'est jamais rendu à la grille. Alors, pour ce qui est de Lando Norris, je pense vraiment tirer le maximum de sa voiture dans les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé. A eu un départ, ordinaire. Je pense, honnêtement, Lando Norris est reconnu pour avoir des départs ordinaires, disons. Mais je pense qu'honnêtement, les autres, c'est fait dépasser par les deux Ferrari. En fait, c'est fait dépasser par Hamilton qui était vraiment là, qui a eu un très, très, très bon départ. Je trouvais que Hamilton avait sorti de piste au virage 2, mais bon, on l'a toléré, il semble. Puis ensuite de ça, on a vu qu'au freinage au virage 3, Norris s'est retrouvé un petit peu comme coincé entre 3-4 voitures. A essayé de choisir la ligne de freinage idéale, mais ça a ouvert la porte à se faire dépasser. Il a descendu en 7e place, si je ne me trompe pas. Un autre qui a eu un départ aussi très, très ordinaire, c'est Antonelli. Alors, tu sais, je veux dire, je pense qu'on va avoir ce genre de situation où que les départs vont être peut-être un problème, là, ou du moins, on va avoir de l'inconstance au niveau des départs pour les quelques premières courses pour plusieurs pilotes. Le temps de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Je trouve que pour ce qui est du reste, Norris a bien fait. N'a pas fait d'erreur, n'a jamais mis vraiment là. Une fois qu'il a commencé à remonter, si on veut, a été très, très, très constant. Ensuite de ça, a été sous attaque par Verstappen pendant une dizaine de tours vers le dernier tiers de la course. Et très, très bien su résister. Max avait des pneus plus frais. Bon, par contre, Norris avait des médiums et Max avait des durs. Donc, peut-être pas... tu sais, je veux dire, la différence pour ce qui est entre les deux voitures, peut-être au début de cette bataille-là, était plus notable. Mais ensuite de ça, je pense que les médiums ont démontré que certains pilotes ont fait des 20, 25, 28 tours. Donc, ça semble être une gomme assez durable. Alors, Lando a su en tirer le maximum. Mais pour revenir à score, la malédiction des pilotes australiens à Melbourne se poursuit. Toujours, comme Abdou me rappelait, aucun pilote australien a fini. Je pense même que c'est dans le top 5. En tout cas, pas de podium, ça je le sais, mais je pense top 5 sinon. Puis, tu sais, regarde, l'an dernier, il se retrouve dans le gazon mouillé. Cette année, il ne prend pas le départ de la course. Alors, c'est un petit peu dommage pour lui. Aurait pu prendre beaucoup de momentum parce qu'il s'était qualifié devant Lando. Mais bon, regarde, il va falloir qu'il y a déjà du chemin à faire pour se rattraper. Puis, si on regarde McLaren, la voiture, comment elle semble être en ce moment, ça ne sera pas par des 25 points qu'il va rattraper. Là. Ça va peut-être par des 12, 10, 8 points, 6 points par course. Là. Et je voulais juste clarifier parce que je pense que c'est même top 4 parce que Webber avait fini 5e en 2002. Donc, c'est ça, c'était plus... mais c'est vrai, la malédiction en Australie continue. C'est dommage. Mais justement, puis je vais pas tendre la perche à Carl. Avant l'accident de Piastri, je pense que ce dernier avait vraiment le dessus sur son coéquipier au cours du week-end. Là, c'est sûr, on peut pas savoir comment Piastri aurait fait face aux McLaren aux Mercedes et Ferrari, mais j'ai vraiment vu Norris larguer par rapport à Piastri pendant l'ensemble du week-end. Mais dans la course, je trouve qu'il s'est mieux débrouillé que prévu, comme François l'a dit. Fait que ça, au moins, c'est encourageant. Cependant, j'ai hâte de voir en Chine si la dynamique va être la même. Ou ce sera Piastri devant Norris ou
peut-être que Norris va à trouver quelque chose qui pourra l'avantager pour la suite. Ouais, comme tu l'as dit, Abdou, Norris semble commencer l'année avec un peu les pieds dans les plats, là, si on veut. Même lors des essais, les rumeurs voulaient qu'il n'était pas content avec la balance de la voiture, que ces nouvelles réglementations n'étaient pas dans son style typique. Fait que tout ce qu'on a vu cette semaine, c'est Piastri vraiment mettre le rythme, mettre de la pression sur Norris, lui rappeler que l'an passé, Norris a dû se battre à l'année longue afin de gagner son titre. Bon, bad luck, c'est une bad luck. La rumeur veut que Piastri aurait eu un problème avec le turbo qui se serait surchargé sur la curb et qui était glissante, naturellement. Bon, on peut argumenter là-dessus pendant des heures, mais bon, le résultat est tel qu'il n'a pas pris part à la course. Norris m'a énormément impressionné. Une course un peu anonyme par moment, mais il était toujours dans le top 6, dans le top 7, dans le top 8 à se battre, à avoir du bon rythme. J'ai été surpris à la fin que Max ne soit pas en mesure de le dépasser parce que Max avait l'air d'une fusée qui était sans stop, là, qui ne visait que la première place. Mais bon, on a vu Norris se réveiller, puis défendre, puis prendre de la vitesse. J'ai grandement apprécié sa performance. Je crois que Norris va devoir s'habituer à cette place-là qui est la 5e. Car avoir les Ferrari et les Mercedes en avant, je pense pas qu'il aurait pu espérer mieux en toute franchise. J'ai pas vu ses réactions suite à la course, mais je présume, je m'avance qu'il va être heureux avec ce résultat puisqu'il a simplement maximisé sa voiture. Merci, Carl. Et d'ailleurs, j'ai les commentaires de Lando Norris devant moi sur le site officiel de la Formule 1 qui dit que la 5e place est un bon résultat. Il pense qu'ils ont maximisé tout ce que McLaren pouvait faire durant la course. Il parle aussi d'un écart effectivement très grand. Il a quand même fini à 50 secondes de Russell. Beaucoup de travail à faire. Donc, en gros, il est quand même satisfait du résultat, surtout satisfait aussi de sa défense contre Max Verstappen. Et Verstappen avait quand même du rythme et a fini avec le meilleur tour avec des durs en plus. Donc, il y a de quoi être heureux pour Norris, tout compte fait durant le week-end. Donc, moi, j'ai hâte de voir la semaine prochaine en Chine s'il peut amener ce momentum. Je ne serais pas surpris s'il passe devant Piastri en termes de performance. Mais justement, on va parler de Red Bull parce que aussi, ça a été à demi-teinte et ça fait vraiment mal parce que c'est rare, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais les deux pilotes ont été bons durant le week-end. C'est rare. Max a été fidèle à lui-même. Quand il part en fond de grille, il semble comme on l'a dit un peu plus tôt, semble comme un couteau dans du beurre. Là. Il semble pas avoir de problème à remonter. Ce qui est très, très atypique avec la Formule 1 moderne où habituellement, tu termines pas loin de où est-ce que tu pars. À quelques exceptions près, quand il y a beaucoup de neutralisation de la météo, là, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Aucune voiture de sécurité, juste 3 voitures de sécurité virtuelles. Mais Max, quand même, a gagné 14 positions. Oui, c'est bon, il y a eu des abandons là-dedans, là, mais a fait beaucoup de travail par lui-même. Adjar était dans le top 5, si je ne me trompe pas, quand sa voiture a eu des problèmes et qui l'ont forcé à l'abandon. Alors lui, il a vraiment a donné quelque chose à Red Bull qu'on n'a pas vu depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire une deuxième voiture capable un deuxième pilote capable de livrer la marchandise et de jouer en support avec Max. Je pense que, c'est sûr que c'est une seule course, mais est-ce qu'il va être capable... ce qu'il dégage, en tout cas, ça me semble être quelqu'un qui est capable de faire le travail plus qu'occasionnellement, comme ça a été le cas de Perez et de Tsunoda.
Ça semble être un pilote en confiance. Et puis Arvid Lindblad, très, très, très bonne première course aussi. Ben, je sais qu'on parle de Red Bull, mais la famille Red Bull en tant que telle. Lawson a une course moyenne, bonne qualif quand même, mais Lindblad termine 8e. Bon, je disais à la blague que les deux autres pilotes à leur première course ont fini 8e, c'est Yuki Tsunoda et Guan Yu Zhou. Alors, on lui souhaite une meilleure suite pour sa carrière. Mais honnêtement, là, je trouve que pour un gars dans une voiture de deuxième classe, a vraiment été impressionnant. Se défendait bien aussi. C'était quelqu'un qui est très, très jeune, si je ne me trompe pas, va avoir 19 ans dans quelques mois. Si je ne me trompe pas. Alors, tout comme Antonelli, le très, très jeune, ne pourront même pas boire d'alcool sur le podium aux États-Unis s'ils en ont un. Alors, c'est quand même très impressionnant de voir ce gars-là qui arrive avec des attentes très, très modérées, je pense. Je regardais beaucoup de YouTube creators, etc., qui le mettaient peut-être 17, 18, 19 au classement des pilotes. Ben, en ce moment, il est 8e. Alors, c'est très, très bien de sa part. Puis, Lawson, là, comme je dis, là, a eu un petit peu plus de difficultés. Puis, bon, un shout-out à un ancien pilote Red Bull, Perez, qui ne termine pas dernier en piste. Termine 16e. Donc, pour Cadillac, c'est une petite victoire morale, je pense. Et d'ailleurs, fun fact, Arvid Lindblad est officiellement le 3e plus jeune pilote à inscrire des points en Formule 1 à 18 ans et 7 mois. Donc, déjà, il le fera sa première course. Verstappen et Antonelli. Donc, c'est déjà un bel exploit pour Lindblad. Puis comme tu l'as dit, François, je lui souhaite, je pense qu'il a le potentiel pour faire beaucoup plus que ce que Tsunoda et Zhou ont fait en ayant terminé 8e. Karl, effectivement, parlons, parce que je pense que Verstappen n'en a pas besoin de revenir là-dessus. Il a été fort, malgré l'accident causé par un ennui logiciel en Q1. Mais pour Hadjar, se qualifier 3e, être dans le top 5 avant son abandon, et pour Lindblad, qui a fait un week-end solide, pas fait beaucoup d'erreurs. En fait, je pense que je l'ai même pas vu faire d'erreurs. J'ai laissé un peu d'espace dans des batailles, mais tu n'as jamais été... c'était fair. Ouais, c'est ça. Donc, donc, pour Lindblad, pour les deux, en fait, c'était un bon week-end. Oui, absolument. Je suis extrêmement impressionné par Isaac Hadjar, qui semble avoir officiellement brisé le curse du deuxième siège Red Bull. Not yet, pas encore. Disons, de par sa performance, et non pas de par la performance de la deuxième Red Bull, la deuxième voiture. Il m'a impressionné de A à Z. Il a gardé son sang-froid. Il avait le pace. Je veux dire, il était en 5e place, un peu dans un no man's land, un peu là où Norris a finalement atterri, jusqu'à ce qu'il se fasse rattraper par Max. Mais je pense sincèrement que Red Bull Racing a enfin les outils pour revenir à la charge des constructeurs. Non pas pour les gagner, évidemment, mais pour se battre. Les dernières années ont été difficiles en ce qui a trait au championnat des constructeurs pour Red Bull, parce que c'était que Verstappen qui nous fournissait. Et avec ces nouvelles réglementations-là, comme on sait, en début de réglementation, les gaps sont énormes et donc les différentiels de performance entre pilotes paraissent moins parce qu'il y a juste plus de jeux en général. Et puis, Hadjar peut profiter de ce momentum-là afin de s'habituer à la Red Bull, prendre de la vitesse, prendre de la confiance et puis devenir un réel atout à non seulement Red Bull, mais à Max, qui pourrait un jour peut-être utiliser Isaac comme outil d'assistance, comme Perez l'a été en 2021 et comme Bottas ne l'a pas été en 2021. Ouh! Qui a tenté de l'être l'an dernier, Et complètement échoué. Oui, exact. Oh! C'est pas une pénalité en Abu Dhabi. Hey, les balles perdues, puis il est 9h30, heure du Québec. Aïe, aïe. Mais oui, non, je pense que Red Bull a
un bon pilote en Hadjar et surtout sans Horner et Marco derrière, ça va lui donner, ça va permettre à Hadjar de pouvoir bien fleurir et que Red Bull puisse lui donner être patient envers lui et Lindblad surtout, sans avoir l'épée de Damoclès tout le temps au-dessus. Donc, non, c'est ça. Je suis vraiment, pour un premier week-end, je suis vraiment satisfait de la part des deux pilotes et évidemment, j'espère que ça va continuer ainsi. Parlons très rapidement aussi des performances sous radar parce que 7e, Ollie Bearman, qui s'est quand même qualifié, qui a été éliminé en Q2, a très bien fait, puis a été impressionnant. On a aussi Gabriel Bortoleto, 9e, qui donne officiellement à Audi ses premiers points en Formule 1, et ce, malgré l'abandon en fin de Q2 où sa voiture s'est carrément immobilisée à l'entrée de la ligne des puits. Et Pierre Gasly qui finit 10e malgré un contact avec son bon ami, entre guillemets, Esteban Ocon. Donc, vraiment, les deux pilotes ont été... en fait, ces trois pilotes ont vraiment livré la marchandise dans le reste du peloton. Oui, c'est sûr que si jamais tu m'avais dit que Bortoleto et Gasly termineraient dans les points, je t'aurais dit peut-être un des deux, certainement pas les deux. Mais non, très, très bien fait. Bortoleto, c'est un très, très bon signe pour Audi parce que plusieurs arrivaient avec l'impression que Audi, serait peut-être meilleur que Cadillac, meilleur que Aston Martin, etc., parce qu'elles développent leur propre groupe moteur, mais semblent vraiment avoir atteint leurs objectifs. Je pense que de voir Nico Hülkenberg prendre le départ aurait été vraiment intéressant parce que lui aussi était juste derrière, était derrière Bortoleto, était 11e. Ce serait parti 11e. Ça aurait été une opportunité de double point pour Audi, je crois. Alors, vraiment impressionnant de voir cette écurie-là, vraiment déjà commencer cette génération-là avec des très, très bons signes. L'autre, c'est Ollie Bearman. Vraiment très, très, très bonne course. Vraiment surclassé son coéquipier Esteban Ocon, qui termine juste à l'extérieur des points quand même. Là. Mais, tu sais, vrai... bon départ, a bien su se positionner, a été quand même assez long sur les durs, 39 tours sur les durs à la fin, donc bonne gestion des pneus. Puis, c'est ça, Lindblad aussi, qu'on a déjà parlé un petit peu, même exactement les mêmes stratégies. Alors moi, je suis quand même impressionné de voir qui a terminé en des positions 7 à 10. Là. C'est des pilotes que tu dis, qu'on serait dit qu'il y a quelques semaines, ça va être des gars qui vont peut-être plus souvent qu'autrement terminer entre la 12, 15, 16e place. Mais non, vraiment, très, très bonne performance. Celui qui m'a un peu laissé sur mon appétit, en fait, je sais que Williams part avec un petit peu de retard d'un point de vue développement. Mais pendant un bout de temps, je pensais qu'il aurait pu se battre pour des points. Puis je pense vraiment que ça n'a pas vraiment fonctionné. Bon, Sainz a fait 3 arrêts. Alors ça, c'est déjà pas très, très bon. Puis Albon a fait 24 tours sur des tendres. Fait que c'est sûr que les deux n'ont pas eu l'approche la plus facile. Mais c'est quand même un petit peu rassurant d'un point de vue de Williams. La voiture semble pas aussi... disons que je suis moins inquiet que je l'étais après la qualif, disons. Effectivement, moi, et pour rebondir sur Williams, quand même 12e pour Albon, compte tenu du fait qu'ils ont manqué le shakedown, qu'ils ont eu plusieurs ennuis aussi, c'est un aspect positif au moins. Puis aussi, je dois dire que pour Ollie Bearman, il continue sur sa forme de fin de saison et pour moi, un des pilotes dont on ne parle pas beaucoup et qui risque d'être vraiment une déception si ça continue ainsi, c'est Esteban Ocon parce que pour vrai, Bearman,
ce qu'il a fait durant le week-end, pas le week-end, pendant la course, c'était vraiment bien, mais Ocon, j'ai l'impression qu'il continue sur sa baisse de régime vers la fin de l'année 2025. Donc, et déjà là, le contact avec Pierre Gasly, heureusement, aucune pénalité, autant pour lui que pour Gasly. C'est bien, mais je commence à être un peu inquiet pour Ocon, surtout qu'il voulait un nouveau départ avec Haas. Ça a bien commencé en 2025, ça s'est moins bien fini. Après Silverstone, je pense. Après Silverstone, ça semblait vraiment être un point tournant là, où que Berman c'était pas un bon week-end pour Berman, mais je pense que ça lui a donné une petite claque au visage, puis ensuite de ça, a vraiment pris le dessus. Puis Ocon a vraiment semblé aller dans le sens inverse, je pense. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, là. Oui, exactement. Et puis, surtout que Berman, si jamais un des deux pilotes Ferrari devait quitter, ben, fort probablement que ce sera lui le successeur, étant donné qu'il est un pilote de l'Académie Ferrari. Alors, ce serait une belle promotion avec les performances qu'il a. Pour Audi, ce qui est bien aussi, c'est que c'est quand même la continuité de Sauber. Donc, eux, ils ont, et surtout avec la difficulté de concevoir un nouveau moteur en plus. Donc, ça a quand même bien fonctionné. Et puis, c'est dommage pour Nico Hülkenberg parce que il partait 11e. Malheureusement, ils ont eu un problème avant le tour de formation. Donc, il n'a pas pu prendre le départ. Mais dans l'ensemble, c'est un bon premier week-end pour Audi en général. Et surtout quand on compare à l'année dernière avec Sauber, ben, quand ils s'appelaient Sauber, ils étaient au bas-fond. Donc, c'est une belle progression en fait qu'ils ont eue. Donc, j'ai très hâte de voir la suite, mais c'est déjà encourageant. Et puis, finalement, je ne sais pas si tu as vu pour le départ dans la caméra embarquée de Franco Colapinto, ben on est passé proche d'une catastrophe où Lawson a été très lent. Il a presque calé ça au départ et Colapinto était genre proche de le taper. Ça a été un super bon réflexe de sa part. Et malheureusement, il s'est pris une pénalité de stop and go pour une procédure de... Ah oui, effectivement, un Colapinto and go. Si vous avez vu le graphique annonçant sa pénalité, c'était un Colapinto and go et non un stop and go. Donc, je pense que ça va être la nouvelle... ça va être vraiment, vraiment la nouvelle manière de dire un stop and go, en fait. Petit lapsus de la part de celui qui s'occupe des graphiques pour la F1. Alors, ouais. Et puis, bon, j'imagine que la prochaine écurie que tu vas parler, c'est celle qui a fait des manchettes tout le week-end. Oui, on va parler de Cadillac. Hey! Parler de l'autre. Ouais, je garde le meilleur pour la fin. Lol. Mais pour vrai, Sergio Perez qui finit quand même à 3 tours de Russell. On s'attendait à ce que ce soit difficile, mais au moins Cadillac a terminé le Grand Prix et est classé, contrairement à Lance Stroll. Et malheureusement pour Bottas, un problème mécanique qui a mis fin à sa course et entraîné la deuxième voiture de sécurité. On s'attendait à des débuts pas très glorieux pour Cadillac, mais au moins, c'est plus positif qu'autre chose. Ouais. Ben, écoute, je veux dire, ça pourrait clairement être pire. Je trouve que pour une écurie qui a des attentes absolument de zéro, là, vraiment nulles, c'était quand même encourageant. Premièrement, une des deux voitures retenues. Ça, c'est la première affaire.
Puis celle de Bottas, bon, ben, regarde, c'est sûr que c'est un petit peu dommage comment ça se finit, mais je dis pas que Cadillac va ramasser des points cette année, là, c'est vraiment pas ça que je pense, mais je pense que ça va être un peu comme Kickstarter il y a 2-3 ans. Ils vont être comme 2 tours, 3 tours en arrière, vont faire ce qu'ils peuvent. Puis ils vont pas trop gêner la course, mais vont avoir une progression. Ce qui est leur objectif, en fait, c'est de se rapprocher du peloton à chaque course. Puis, peut-être profiter d'une course un petit peu chaotique pour ramasser des 11, 12, 13, 14e places. Peut-être. Donc, moi, c'est ce que j'ai prédit, c'est que celui qui terminerait devant entre Perez et Bottas, celui qui terminerait peut-être une course en 12e ou 13e place dans une course, comme je disais, chaotique. Mais je les vois vraiment pas marquer des points, à moins d'avoir un hyper carambolage au début d'une course où tu as 10 voitures qui abandonnent, mais là, peut-être. Mais là, ça veut dire que les autres doivent tenir le reste de la course aussi et ne pas être impliqués. Mais bref, tout ça pour dire. Content de voir Perez de retour en F1. Je pense qu'on a tellement, puis moi le premier, on a tellement été sévère à son endroit pour sa dernière année chez Red Bull où tout ce qu'il faisait semblait virer au cauchemar, virer à la catastrophe, envoyer la voiture dans le mur presque une semaine sur 2, créait littéralement une mauvaise... c'est une distraction non nécessaire chez Red Bull. Alors, de le voir reprendre sa place en Formule 1, c'est très bien. Puis Valtteri Bottas, ben, c'est tout un personnage. Alors, de le revoir sur la grille, c'est très intéressant. Bon, avec Professeur Bottas, l'an dernier, a quand même a quand même joué un petit rôle, si on veut, là, de comic relief, si on veut. Ou bien, en tout cas, il était quelqu'un qui s'est... qui a distrait les partisans sur les médias sociaux de Mercedes. Alors, ben, si maintenant, le reprendre sa place comme pilote principal, j'espère que Cadillac va essayer de faire un petit quelque chose comme ça avec lui pour... à défaut de marquer des points, peut-être devenir une voiture, pas une voiture, mais une écurie qui est... une espèce de fan favorite, comme dans le temps de Mercedes, pas de Mercedes, mais de McLaren, quand il y avait Sainz et Norris. Bon, c'était pas une voiture qui ramassait beaucoup de points, mais tout le monde aimait voir l'interaction entre les pilotes. Ben, si jamais Cadillac réussit à reproduire ce genre de dynamisme-là, je pense que ça pourrait leur faire gagner des partisans. Jusqu'à ce que la voiture soit capable d'être compétitive. Je pense que c'est un bon choix de pilote. Ils vont être capables de guider le développement de l'écurie de la voiture. Je trouve juste ça dommage pour eux. Les pilotes en fin de carrière, peut-être ne seront pas ceux qui vont récolter le fruit de ce qu'ils plantent. Mais je pense qu'ils le savent aussi. Là, ils entrent dans cette écurie-là en toute connaissance de cause, comme quoi, bon, c'est pas eux qui vont avoir la gloire des premiers gros résultats de cette écurie, je crois. Exact. Et comme Carl le disait hier pendant qu'on regardait la course, c'était quoi? Perez et Bottas vont marcher pour que les autres courent. Fait que ça va être ça. Et pour Bottas, ben, finalement, c'était un problème avec la pompe à essence. Donc, c'est correct. C'est des trucs qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive? On peut peut-être pas blâmer Cadillac à 100%. Exactement. Et puis, j'aime ce que tu dis par rapport à Professeur Bottas. Parce que surtout pour Cadillac qui arrive en Formule 1 et qui va probablement amener aussi un lot de nouveaux fans américains, entre autres avec le film, avec Drive to Survive, mais le fait d'avoir une écurie américaine ou une autre écurie américaine pour ne pas manquer de respect à Haas, ben, le fait d'avoir un Bottas qui a été capable de vulgariser
tous les détails de base de la Formule 1 et d'être un peu plus précis aussi, ben, ça aussi, ça va permettre de gagner une belle notoriété pour Cadillac. Puis c'est des débuts quand même assez bons. Autrement dit, à l'inverse de Aston Martin qui est là depuis 6 trop longtemps même. Puis, oh boy, le seul truc positif qu'on a à dire d'Aston Martin, c'est deux choses à dire positives. C'est qu'ils ont duré plus longtemps que prévu, que les 15 et 25 tours respectifs pour Stroll et Alonso. Et Alonso s'est retrouvé dans le top 10 en début de course. Alonso a eu un bon départ, a profité d'une espèce de situation chaotique pour se retrouver là où il ne méritait pas vraiment d'être. En tout cas, n'aurait jamais dû être. Mais, puis, tu sais, a peut-être profité du fait qu'il était dans un train de DRS, le DRS, un train de overtake, maintenant, qu'on va appeler, ou de active aero, pour se maintenir artificiellement, mais une fois qu'il a commencé à chuter, je pense que ça a pris 3 tours, il a perdu 8 places. Là. Alors, on a vu qu'il était vraiment pas là par pur mérite. On regarde les meilleurs temps réalisés par chaque écurie. Les Mercedes, les Ferrari, Aston, etc. sont tous dans les 1.22. Même que la Pinto, quand même, 1.22.9. Ensuite de ça, bon, les autres écuries de plus milieu de classement, disons, c'est des 1.23 quelques, avec ou bien des très, très bas 1.24, donc des 1.24.0 pour Bearman, 1.24.1 pour Lindblad, etc. Cadillac, on regarde Perez, c'est 1.26. Puis ensuite de ça, ben, les deux Aston Martin, c'est du 1.25. Alors, vraiment, n'ont aucun pace. Puis, il était sur des tendres la majorité du temps. Là. Alonso a fait 3 stints de tendre avant d'abandonner pour de bon. Et puis, Stroll a fait 4 arrêts. Là-dedans, 3 de ces 5 stints-là étaient sur des tendres. Et il n'était vraiment pas là. C'est 3 secondes derrière. Si jamais je prends un exemple, bon, Antonelli, qui avait son retour à 1.22.4. Et lui n'a jamais vraiment été. A jamais été vraiment dans une situation que. Comme Stroll, admettons, était beaucoup en air libre, etc. Donc peut-être moins gêné pour réaliser un bon tour. Ben, c'est 3 secondes de différence entre les deux. Là. Une 25.4 pour Stroll sur des pneus plus rapides. Alors vraiment, là, Aston Martin semble avoir un gros problème. Puis, ben, malheureusement pour Lawrence Stroll, ben, c'est le genre de problème qui ne se règle pas en garochant de l'argent dessus. Et puis, bon, pour Adrian Newey qui s'embarque dans ce mess-là, bon, est-ce qu'il est. Est-ce que la voiture qu'il a conçue est responsable de ça ou si est un facteur ou si jamais c'est vraiment juste le groupe moteur Honda? En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'Honda paraît encore une fois extrêmement mal pour ce qui est de rentrer dans une nouvelle génération de moteurs. En tout cas, moi, être directeur d'écurie ou CEO, quoi que ce soit, plus jamais je n'irai vers Honda en début d'une nouvelle génération de moteurs. On démontré que, un peu comme avec McLaren, etc., semble vraiment chaotique. Bon, seulement vraiment semblable avec Aston Martin, mais je pense qu'Aston Martin aussi a une meilleure structure excuse-moi, avec Red Bull. Parce que Red Bull, je pense, avait une meilleure structure, avait un meilleur plan qu'Aston Martin. Est une écurie beaucoup plus mature. Alors, on peut-être pu aider à ce que à éviter des problèmes. Mais bon, Aston Martin, c'est ça, je pense, récolte simplement ce qu'il mérite, c'est-à-dire pas grand-chose. Tu sais quoi, François? Je vais y aller avec une tirade, un rant. Parce que, tu sais, si ce genre de problème était arrivé avec Cadillac, avec un nouveau... Ben, tu sais, si c'était, par exemple, leur propre moteur, j'aurais dit, ben, c'est correct. C'est des trucs qui arrivent. Mais, on parle d'Aston Martin, une équipe qui est sous ce nom officiel
en Formule 1 depuis la saison 2021, qui a investi énormément d'argent pour refaçonner, pour les usines à Silverstone, avoir de nouvelles souffleries, qui ont des pilotes, en Fernando Alonso, entre autres, un pilote assez compétent, et du personnel assez compétent sur papier. Et là, tu arrives à Melbourne, même aux essais, avec une voiture qui fonctionne une fois sur deux. Et là, tu arrives à Melbourne et tu traites ça comme une séance d'essai pré-saison prolongée officielle. Déjà, c'est pas bon signe. Et je pense que Honda est la partie la plus facile à blâmer. Parce que oui, il y a des problèmes de moteur. Il y a des ils ont pas beaucoup de pièces. Mais Honda n'est pas la seule partie à blâmer. Aston Martin, avec tout le changement de personnel qu'il y a. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de rumeurs lorsqu'ils ont dévoilé la voiture, la livrée, en fait. Il y avait eu des rumeurs comme quoi Andy Cowell pourrait quitter Aston Martin d'ici le mois de juin. Il y a tellement de monde qui a été embauché, du monde très compétent dans les anciennes équipes qui a été embauché par Aston Martin et qui est parti. Fait que tout le changement de personnel depuis 2021, ce jeu de la chaise musicale et déjà l'arrivée d'Adrian Newey et son rôle de directeur d'équipe aussi qui est arrivé un peu tardivement et la conception aussi de la voiture qui est vraiment tight, ça aide pas. Donc, oui, Honda est à blâmer, mais je dirais pas principalement parce que c'est tout le design. Déjà, le fait qu'on ait des craintes sur des vibrations, sur le fait qu'on ne soit pas capable de faire une distance complète, là, déjà, ils n'ont pas réussi. Et Stroll n'est pas classé, même s'il a franchi la ligne d'arrivée. C'est un problème. Si Aston Martin est arrivé comme nouvelle écurie, j'aurais compris. Mais pas après plusieurs années, même si c'est un nouveau partenariat, ça fait dur. Puis la même chose aurait été dite avec McLaren Honda en 2014, en 2015. Puis la raison aussi pour laquelle ça a fonctionné entre Red Bull et Honda, c'est parce qu'il y a une meilleure communication entre les deux. C'est ce que je vois pas avec non seulement avec McLaren dans les premières années, mais aussi avec Aston Martin en ce moment. Donc pour moi, ça a l'air d'être une responsabilité partagée pour les deux. C'est ça. Je pense que tu l'as très bien dit. Écoute, j'ai jamais été un fan d'Aston Martin, alors pour moi, ça m'importe peu. Mais tu sais, quand c'est rendu que Cadillac, qui a eu son admission en Formule 1 il y a moins de 12 mois, là, a de l'air beaucoup plus comment je vous dirais, structuré qu'une écurie qui a parmi les meilleures installations et du personnel très, très, très compétent et établi, comme Abdou a dit. C'est gênant. Puis écoute, j'espère que si jamais Aston Martin ne réussit pas à faire le 107%, bon, on l'a toujours toléré, je pense qu'on l'a toujours toléré dans les dernières années, là, mais j'espère que cette fois-là, la FIA va mettre ses culottes et dire non, t'es pas de calibre à courser, tu ne courses pas. Puis, tu sais, si je me trompe pas, là, en tout cas, corrige-moi si jamais je me trompe, mais on dit qu'il laissait courser Stroll parce que c'est un pilote vétéran et que son coéquipier avait démontré
que la voiture était capable de rester dans le 107%, était à 106,3%, quelque chose comme ça. Alors, on laissait courser Stroll malgré le fait que techniquement, il était non qualifiable. Alors, bah, ce serait peut-être bien que la FIA prenne l'opportunité de faire un exemple. Puis en Chine, écoute, ça va être encore pire. T'as une coupe de zones à très haute vitesse. Aston Martin qui est limité sur la vitesse de pointe. Écoute, j'ai hâte de voir à quelle vitesse est-ce qu'ils vont arriver à la fin de la longue ligne droite après le banking, là, la ligne droite du secteur 3. Ouais. J'ai très hâte de voir la différence de vitesse entre toutes les écuries. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. On a vu que le super clipping, là, ça va être absolument ridicule en Chine. On pourrait en reparler, là, mais je pense que la FIA va devoir faire quelque chose très rapidement. En course, on en a parlé. Je trouve que la façon que ça se produit, ça se manifeste en course, c'est quand même intéressant parce que ça permet aux voitures de se rattraper vers la fin d'une ligne droite. Donc, ça crée comme des batailles un petit peu artificielles. Mais en qualification, c'est humiliant là, pour la F1 là, de voir des voitures qui perdent de 50, 55, 60 km/h. Alors, justement, on va parler de cette nouvelle génération de voitures en général parce que pour la première fois, on a finalement vu comment la course se déroulait avec cette génération de voitures au niveau aérodynamique, au niveau moteur, batterie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions mitigées, de certains qui ont apprécié le spectacle, d'autres non. Les pilotes ont été assez vocaux quant à la conduite. Mais de point de vue spectateur, comment vous avez trouvé ça? Je vais commencer par Carl. En termes de spectacle pur et dur, mes attentes étaient très basses et j'avais été très vocal de mon incertitude face à ces réglementations-là. Je dois admettre que j'ai eu tort. Si on est pour maintenir ce niveau de divertissement tout au long d'une saison et tout au long de cette réglementation-là, mettez-moi de la batterie, donnez-moi du super clipping, tous les termes qu'on détestait il y a 48 heures, donnez-les-moi parce que si ce genre de bataille pour la victoire, c'est quelque chose qu'on a rarement. Et si on est capable de répliquer cette espèce de format où c'est l'un qui dépasse l'autre qui le redépasse, comme un peu en IndyCar ou en NASCAR, ben ça ne peut qu'être positif. Après, il y a une part de moi qui se dit que c'est faux, c'est fabriqué. Mais la F1 en soi est parsemée d'outils faux, si on veut, qui ne font qu'alimenter les dépassements puis le divertissement. Le DRS en est un, le curse c'en était un à la base. Je veux dire, il y a tellement d'éléments au fil des années qui ont été créés justement pour alimenter le divertissement que le bouton de boost ou d'overtake ou peu importe son nom, n'en est qu'un autre à mon sens. Fait que malgré mes critiques passées, je dois admettre que j'ai été fortement surpris par le niveau de racing. Ouais, même chose qu'avec Carl, d'un point de vue combat en course, je pense que ça a donné quelque chose d'intéressant. Au moins au début, quand tout le monde était assez proche, ça faisait en sorte que, tu sais, quand on avait deux voitures qui arrivaient à la fin d'une ligne droite, t'en avais une qui avait encore du overtake, puis l'autre qui commençait à super clipper, fait que ça créait une situation peut-être un peu artificielle où deux voitures se trouvaient côte à côte à l'entrée d'un virage. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Puis là, je veux dire, est-ce que ça va faire en sorte que les pilotes vont s'adapter puis jouer une espèce de jeu de DRS chicken, si on veut, un peu comme on avait avec l'ancienne génération. Tu sais, je parlais avec les gars puis je disais, ben, la première course qu'on a eue de l'ancienne génération à Bahreïn,
c'est exactement ça qui s'est passé. Tu sais, il y avait les gars, je pense que c'était Max Verstappen et Charles Leclerc, arrivaient au point de détection, puis essayaient tout de suite de se mettre derrière ou de donner comme de se positionner pour être capable de réattaquer au prochain point de DRS. On l'avait vu en Arabie Saoudite l'année d'avant avec Hamilton et Verstappen, mais ça avait vraiment été amplifié avec la nouvelle génération de voitures parce que supposément, les voitures étaient plus capables de se suivre. En tout cas, au début de la génération, c'est ça qui s'était produit. Puis ensuite de ça, avec le développement aérodynamique des voitures, cet effet-là, c'est un peu diminué. Donc, c'est sûr que là, on est dans quelque chose de complètement nouveau. On se rappelle aussi qu'avec Bahreïn, dans cette nouvelle génération de voitures-là, ça avait été une course à 4 arrêts. Fait que, ça avait vraiment été... C'était de nouveaux pneus, etc. Donc, tu avais beaucoup d'autres facteurs inconnus. Puis je pense que si jamais je me rappelle pas, personne dans le top 10 avait touché au hard de cette course-là. Alors, on est dans une situation un petit peu comme celle-là en 2022 où il y a beaucoup de facteurs inconnus. Peut-être moins d'un point de vue conception de la voiture parce que c'est mieux que l'an dernier, etc. Mais comment utiliser la batterie? Je pense que les pilotes sont encore en train d'expérimenter. Puis ça va être intéressant. Moi, la chose... Puis on s'est dit ça après la course, on s'est dit, OK, c'est intéressant, tu as eu des situations, beaucoup plus de situations qu'à l'habitude. Surtout Australie, que c'est un circuit qui est assez serré. T'arrives pas souvent de bataille pour des dépassements, surtout pas, disons, là, au 15-20e tour, là, il y en avait encore beaucoup. Tandis qu'en Australie, je te dirais qu'après 5-6 tours, ça se stabilise assez vite. Mais la chose qu'il va falloir faire, c'est absolument fixer les qualifs parce que c'est outrageux d'avoir une voiture qui perd 50 km/h, sinon plus, aux 2/3 d'une zone rapide. Ce qu'il disait, c'est qu'une F3 pourrait arriver plus vite au point de freinage qu'une Formule 1, ce qui est ridicule, Puis, au-delà de ça, bon, oui, est-ce que c'est la même affaire pour tout le monde? Oui, OK? On va pas se le cacher. D'un point de vue, est-ce que ça avantage quelqu'un? Peut-être en ce moment, mais avec tout le monde va s'ajuster. Ça va pas mal se rapprocher. En ce moment, je pense que Mercedes a encore... Mercedes et certaines autres voitures semblent peut-être moins handicapées par cette situation-là. Mais il y a un danger très clair qui pourrait se produire dans certains circuits, surtout avec des zones avec des lignes droites encore plus longues comme Monza, comme Vegas, comme la Chine qui s'en vient la semaine prochaine, etc. On pourrait voir des situations assez délicates où quelqu'un pourrait perdre 50 km/h avec encore 500-600 mètres à faire en ligne droite. Puis la F1, l'autre chose, la qualif, ça devrait être le peak performance. Ça devrait être l'absolu qu'une voiture est capable de réaliser. Puis ça, en ce moment, c'est pas ça qu'on a vu. On est 3-4 secondes plus lent que l'ancienne génération de voitures en qualif, alors que la voiture est supposément plus puissante, ce qui est pas normal. Puis, bon, comment le corriger? Il va falloir qu'il y ait une annexation au règlement parce qu'en ce moment, la façon que le déploiement de la batterie est fait, ça va juste jamais vraiment fonctionner. Là. Alors que je vais repasser à Carl qui a un commentaire. C'est un point super intéressant que tu amènes par rapport justement à l'annexation de règles, mais surtout au fait que, oui, comme tu l'as mentionné, ces voitures-là sont plus lentes, mais collectivement, est-ce qu'on prendrait des voitures plus lentes qui offrent un meilleur spectacle ou on prendrait des voitures plus rapides? Là, c'est une question qu'on doit se poser. Là, je me rappelle en 2014, il y avait eu comme une débandade du fait que la Caterham de 2014 était aussi rapide que la meilleure F2 ou presque. Là, il y avait vraiment cause for concern, mais on n'est pas là. Non. On n'est pas là. Et puis, si on est capable de justement annexer les règlements, faire en sorte que le super clipping n'existe plus ou du moins soit atténué en réduisant la puissance maximale du moteur électrique, exemple, ou en augmentant en offrant un déploiement plus bas et plus progressif, là, on pourrait comme améliorer de manière quand même simple et facile les défauts qui sont pas mineurs avec ces réglementations-là. Fait que, on a un exemple de Grand Prix qui s'est super bien déroulé et on a un exemple de qualifs qui se sont très mal déroulés. Fait que je pense que
si ces exemples-là sont répétés à plusieurs reprises, ben ça va prouver à la FIA qu'il y a bel et bien des choses à changer. Je donne un exemple. Admettons qu'on regarde le moteur, le type de déploiement qu'on a actuellement pour la course, mais qu'il y a un mode qualif ou que, je donne un exemple, tu as un déploiement qui est fait de façon différente, avec une courbe un peu plus progressive. Parce qu'en ce moment, en course, c'est intéressant. Mais, tu sais, je veux dire, oui, ça arrive que, tu sais, 100 mètres avant le point de freinage, une voiture commence à décélérer. Bon, on le voit. Mais comme je dis, c'est un peu le cas pour tout le monde. Mais en qualif, il devrait y avoir une façon de modifier le engine mode, puis que créer un engine mode qualif, puis un engine mode race, admettons, ou un mode de déploiement. Évidemment, là, ce que ça va faire, c'est que ça va devoir être approuvé par, je pense, c'est 9 des 11 écuries ou 8 des 11. Puis ben c'est sûr que Mercedes ou une écurie qui en ce moment est loin devant, disons Mercedes Ferrari, puis ensuite de ça, les clients de Mercedes vont probablement faire mais peut-être pas, mais les pilotes sont tellement vocaux qu'en ce moment, j'ai l'impression que la FIA et les écuries n'auront pas le choix de se rendre à l'évidence que ça va déteindre sur la Formule 1 puis impacter l'image du sport en général. Ouais. Moi, je pense que j'ai bien aimé ce que j'ai vu. C'était une bonne course. Les premiers tours étaient excellents. C'est sûr que ça s'est calmé vers le milieu parce que soit tout le monde a réussi à trouver comment fonctionne la voiture, a essayé de surtout gérer les pneus, l'énergie, l'essence aussi. Mais il y a aussi un truc. Melbourne, c'est pas un circuit typique parce que c'est un circuit urbain, c'est un circuit qui est quand même pas beaucoup utilisé et qui manque de zone de freinage assez important. La Chine, entre autres, a une épingle après la très longue ligne droite. Fait que j'ai hâte de voir. Et surtout, moi, je sais que j'ai lu beaucoup au courant de la pré-saison des chroniques, des articles de la part des médias traditionnels, surtout de Race, mais pour moi qui a été le plus négatif de tous, mais ils amènent quand même des points. Par exemple, la procédure de départ qui a été modifiée avec le pre-start. Il y a quand même des chances qu'il y ait des voitures qui calent. On l'a vu avec Lawson qui a calé et Colapinto a failli le taper par derrière. Il y a encore des trucs à améliorer, ça c'est sûr. Puis je pense que les mieux placés, ce sont les pilotes. Mais de vouloir dire que que tel pilote n'aime pas le style de pilotage, c'est normal, mais c'est pas ça qui va changer. C'est juste s'il y a vraiment des causes de sécurité, des causes Ouais. Mais en même temps, quand les pilotes, en presque totale majorité, disent que leur sport n'est pas intéressant, qu'est-ce que ça donne comme message aux partisans? Je veux dire, c'est comme jamais les joueurs de hockey disent le hockey est en train de mourir. Est-ce que ça donne envie de regarder ce sport-là? Non. En ce moment, c'est ça, les pilotes de F1 sont tous très, très critiques par rapport aux voitures. Et ce qui est le pire, c'est que les pilotes les plus influents sont les plus vocaux. Sont ceux qui détestent encore plus. Norris, au début, pendant les pré-saisons, dit c'est correct, genre, on va tous s'habituer. Mais tout de suite, après, en cours de week-end, a dit non, genre, j'aime de moins en moins ça, là. Puis, tu sais, c'est pas à cause qu'il est pas. C'est pas à cause qu'il est en fond de grille ni rien, là. Tu sais, c'est très clair que les pilotes voient un problème avec ça. Puis, du moment où que les pilotes sont pas capables d'être des porte-paroles positifs pour leur sport, c'est là qu'on va avoir un problème. Tu sais, on va peut-être avoir un effet d'attrait par la nouveauté, puis ensuite de ça, ben, tu vas voir les pilotes désintéressés, critiquer
le modèle les réglementations, la motorisation, etc., dans des conférences de presse, puis avoir des commentaires à Max Verstappen beaucoup plus souvent qui dit bon, ben, c'est de la merde, puis moi, si jamais la F1, c'est ça, ben, je vais aller courir ailleurs. Et ben, surtout Max Verstappen qui avait qualifié le style de conduite de la F1 2026 à de la Formule E sur stéroïdes. Ouais. Je veux dire, au moins, les Formule E ralentissent pas de même en fin de ligne droite. Là. Ouais, mais. Pas aussi violemment. Ouais, pas aussi violemment, mais eux, c'est parce que ce sont des moteurs électriques, donc ils doivent régénérer pour avoir de l'énergie. C'est ça. La F1, c'est supposé être full pit tout le temps. Ouais, mais en fait, il y a ça aussi, c'est que la Formule 1, c'est aussi un sport où tu dois gérer. La course automobile, c'est de la gestion. Donc, là, c'est sûr, nous, on n'est pas encore habitués. Donc, ça va prendre du temps. Comme ça a été la même chose en 2014 avec les changements de moteur, passer d'un V8 atmosphérique à un V6 1.8 turbo hybride, c'est une grosse différence. Ben, surtout en termes de puissance, mais aussi en termes de bruit. Mais ça, c'est autre chose. Mais dans l'essence même, c'est quand même un gros changement. Surtout 2026, c'est autant le moteur que la structure de la voiture sous l'aspect aérodynamique. Donc, tu dois gérer les deux. Les pilotes doivent gérer les deux en même temps. Alors, mais la gestion, ça a toujours fait partie de la course automobile. C'est juste ça évolue de manière différente. Maintenant, est-ce que c'est pour le bien des pilotes? On l'entend, comme François l'a dit, les plus vocaux sont ceux qui parlent. Mais est-ce que après plusieurs Grands Prix, le ton va changer? On va voir. Ça parce que, évidemment, tout dépend des circuits. Melbourne, c'est un circuit atypique. La Chine en sera un autre. Monaco, entre autres, où ça va être assez serré. Donc, tu sais, c'est le pilotage va être évidemment très différent de ce qu'on voit en général, tout dépendamment des circuits. Mais là, on est vraiment où tout le monde doit s'adapter. Donc, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Donc, je pense qu'on a fait le tour. François, vous voulez ajouter quelque chose? En tout cas, on a une course en Chine la semaine prochaine. Ensuite de ça, c'est quand la prochaine? C'est Japon. On a 3 courses, là. Puis peut-être qu'ensuite de ça, on va avoir une longue pause en raison de la situation mondiale en Moyen-Orient. Moi, j'ai être la FIA puis les écuries. En tout cas, évidemment, je parle comme si jamais je savais de quoi je parlais, hein? Mais je regarderais ces 3 courses-là, puis je me ferais une solide base là-dessus pour dire OK, ensuite de ça, on risque d'avoir un bon mois, là, pas de Grand Prix. Servons-nous de ces 3 courses-là comme un laboratoire, puis dire, OK, est-ce que ça peut fonctionner ou non? Puis, comme je disais un peu plus tôt, au moins changer la façon que la batterie se déploie pour qu'en qualification ou quoi que ce soit, ça soit un petit peu plus intéressant. Puis, aussi, pour en course, peut-être revoir un petit peu comment est-ce que tu peux changer, garder cette structure-là qui a quand même bien fonctionné pendant les 20-25 premiers tours, pendant que le pack était assez bien groupé. On avait beaucoup de tentatives d'attaque, donc ça, c'est intéressant. Donc, essayer de faire en sorte que si jamais on change quelque chose, cette capacité-là de se rapprocher. Puis, tu sais, on voit, il y en a des dépassements qui avaient 35-40 km/h de différence. Là. Fait que ça, c'était vraiment drôle. C'était un peu comique. Mais, tu sais, tout le monde semblait être capable de le faire à un moment ou à un autre, sauf Aston et Cadillac. Mais, tu sais, je pense qu'il faut faire quand même attention. Si jamais on change le déploiement de la batterie, quand même de ne pas affecter le petit quelque chose qu'on a là, qui semble vraiment excitant en course.
Ouais, ben, je suis d'accord avec François de prendre ces 3 premières courses comme un laboratoire, comme un test bed. La FIA se doit d'être rapide sur sa prise de décision, par contre. Là, je veux pas voir une décision prise en août ou lors de la pause d'été, une fois que le championnat sera peut-être déjà décidé. J'aimerais qu'on puisse prendre ce genre de décision-là rapidement afin d'assurer que la majorité de la saison se passe là, sous un format là, que l'on aime tous. On l'a vu en 2015 ou en 2016, le format de qualification en Australie avait été absolument déploré par tout le monde. Et qu'est-ce qu'on a vu le Grand Prix d'après? Boum, on annule ce format. Donc, la FIA est capable de prendre des décisions quand même rapides sur le fond du format puis des technicalités. Donc, espérons qu'ils voient le problème, qu'ils écoutent leurs fans et puis qu'ils réagissent de manière rapide, si on veut. Ouais, moi, je pense qu'à la place d'écouter les fans en premier, ils devraient écouter les pilotes en premier parce que c'est eux qui font le sport. Les fans sont ceux qui payent. Fait que nous, en principe, on devrait être les derniers à être écoutés. Je suis désolé, mais c'est ça. C'est les pilotes qui passent en premier, les pilotes, les équipes, avant les spectateurs. Les spectateurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est le spectacle des pilotes en premier. Donc, les pilotes qui aiment le sport vont promouvoir leur sport. C'est ça, exactement. Donc, ceux qui aiment le sport vont le promouvoir. Donc, on a fait le tour de la Formule 1. On va aller faire le tour dans les catégories juniors parce que la saison aussi a commencé du côté de la F2 et de la F3. En attendant, je vais aller vous donner les résultats des épreuves de Formule 2 parce que ça a brassé. Alors, dans la course sprint de la F2, en sprint, on a Joshua Dirksen de Invicta qui a gagné devant Noël Léon sur Campos et Alex Dunn pour Rodden. Alex Dunn qui est un ancien pilote appartenant à McLaren qui est rendu avec Alpine. Ensuite, en quatrième, on a Atanasapol Intrapuvasak qui a terminé quatrième. Cinquième, Miata. Sixième, Mini. Septième, Van Open. Et huitième, Bilinski. Et pour ceux qui voulaient savoir, Colton Herta a fini 16e dans la course sprint. Dans la course principale, Nicolas Tsolov a gagné devant Raphaël Camara et Lauren Van Hopen. Et Herta a fini 7e, marquant ses premiers points dans la série. Alors, au classement, après la première manche, Tsolov mène avec 25 points devant Raphaël Camara et Van Hopen qui sont... Raphaël Camara est deuxième avec 18 points. Laurent Van Hopen est troisième avec 16 points. La prochaine course, c'est supposé être Sakir, mais... Et il y a Jeddah aussi, donc... ouais, je sais pas. Je pense que la prochaine course de Formule 2 devrait être en juin dans les rues de Monaco. En Formule 3 maintenant, dans le sprint, on a eu un doublé de Van Amersfoort Racing, ou VAR, qui est maintenant un nouvel employé en Otmar Szafnauer. Ouais, qui est rendu là maintenant. Donc, Bruno Delpino a remporté l'épreuve sprint devant Enzo Deligny et Brando Badoer, le fils de Lucas, qui complète le podium. Noah Stromstead termine quatrième sur Trident et Taito Kato, cinquième pour RGP. Donc, dans le sprint, c'est le 5 premiers qui marquent. Et ensuite, dans la course principale, c'est l'Américain Hugo Chukwu de Campos Racing qui l'emporte devant Freddy Slater, qui appartient à Audi. Et Taito Kato termine troisième. Donc, au total, au classement, Hugo Chukwu mène avec Delpino et Slater à égalité en deuxième place. Et ensuite, en quatrième, on a Kato à 16 points et Enzo Deligny à
12. La prochaine épreuve de Formule 2... de Formule 3, pardon. Ça risque d'être à Monaco parce que la prochaine, techniquement, est au Bahreïn, mais il y a des chances que ce soit annulé. Donc voilà, c'est ce qui complète ce premier épisode d'après-course du bulletin GP. On sera de retour la semaine prochaine pour le Grand Prix de Chine. Notez bien que l'épisode devrait être publié le lundi, celui de Chine, parce qu'on va enregistrer quand même assez tard dimanche soir. Et je sais que le Grand Prix de Chine est aux petites heures du matin. Mais bon... il y a la victoire de Montréal qui m'attend. Alors, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple et même sur YouTube. Et partout où le bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook, Threads, Instagram et Blue Sky, @ le bulletin GP. Et évidemment, il y a François, Carl et moi qui sommes modérateurs du groupe Facebook La Monoplace. Venez en grand nombre pour discuter de Formule 1 et aussi d'autres catégories automobiles comme bon vous semble. Alors, François, je me tiens vers toi. Merci de nous avoir accueillis à Sherbrooke. Merci Abdou, je suis bien content de nous avoir reçus. Et Charlotte à Julien qui a manqué le week-end pour des raisons... qu'on va garder secrète. Certainement pas gastronomique. Non, il n'aurait pas aimé ça. Ouais, non, c'est vrai. On salue Julien qui devait être avec nous, mais pour d'autres raisons, il ne pouvait pas être là. Carl, pour la première fois, on fait un podcast ensemble en personne. Je suis tellement content aussi. Je suis vraiment... Maintenant qu'il voit comment est mon setup... voilà, ben merci beaucoup d'avoir été là à ce podcast. Merci à toi, Abdou, puis merci à la gentillesse et à l'hospitalité de François qui nous a gentiment accueillis cette fin de semaine. Il nous a fait probablement les meilleurs steaks de ma vie entière. Donc, je tenais à shout-out ça. Puis, souhaitons-nous une belle saison 2026, remplie de surprises, remplie de batailles, remplie de plaisir. Exactement. Donc, c'est le premier de 24, techniquement, peut-être. Je dis techniquement parce que c'est pas encore officiel, mais voilà. Donc, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode. Sur ce, faites attention à vous, portez-vous bien et à la prochaine!